je comprends fort bien que même le pire monstre Vous n'avez pas l'air de comprendre. aurait besoin, le droit d'être défendu. Mais je reviens là-dessus, vous levez toujours la main. Je veux dire, il y a comme une constance là-dedans. Parce que, écoutez, vous n'allez pas me demander pourquoi les gens me désignent. En général, les gens me désignent parce que je pense qu'ils me trouvent des qualités de défenseur, sans doute. Peut-être aussi parce qu'ils voient un lien de continuité dans votre carrière, c'est-à-dire Klaus Barbie, Carlos, qui était terroriste pour des... Mais là, vous parlez de Carlos, donc je ne suis pas l'avocat. Non, mais tous ces gens-là, ils ont un certain antisémitisme quand même. C'est ce qui les relie. C'est ce qui les relie. On vous a souvent accusé... Ah non, écoutez, alors là, si vous prenez sur ce ton, l'entretien est terminé. Non, mais... Non, parce que ce chantage, non, mais je dis pas vous. pas. Mais je dis pas que vous... Non, mais vous l'avez commencé, alors ce chantage, je ne l'admets pas. Non, mais je dis pas que je ne donne pas d'interview sous la terreur. Mais je fais pas de terreur, là. Si, vous avez un problème qui n'existe pas. Mais justement, vous répondez, c'est très bien, c'est parfait. Mais vous... Bon. Vous répondez, c'est très bien. Non, ce système de terrorisme intellectuel, je ne l'admets pas. Et la question que vous venez de me poser vous élimine en tant que journaliste honnête. Allez-vous-en. Mais non, allez-vous-en. Partez. Je ne veux plus vous voir. Ne me forcez pas à appeler la police, vous me mettez dehors. Foutez le camp. C'est parfait. Allez, ça suffit. Vous n'êtes pas chez vous ici, je vous ai dit de partir. Vous tiendrez vos discours dans la rue. Et voilà. C'était court. Tout est parti du voyage d'un certain Bernard-Henri Lévy. Monsieur, vous qui faites des affaires étrangères, que pensez-vous de votre successeur? Écoutez, monsieur Lévy, vous êtes fier de succéder à Vergène et à Talleyrand? Que pensez-vous de votre successeur, monsieur Lévy? Je n'ai pas le sentiment de voir un successeur ou un héritier même qui puisse être monsieur Lévy. Écoutez, une américaine me téléphonait ces jours-ci, me disant, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Jacques, expliquez-moi. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, dans une télévision américaine, monsieur Lévy a déclaré, le temps est passé où les chefs d'État occidentaux devaient faire des pipes aux dictateurs arabes. Elle m'a dit, comment peut-on s'exprimer ainsi? J'ai dit, il faut te dire compte que c'est une bande de voyous. Et en plus, des voyous aveugles. Donc, qui dirige ce comité des opposants à Benghazi? C'est le ministre de la Justice qui présidait à la torture des infirmières bulgares. Enfin. Comme dans le cas de l'Irak, si vous vous souvenez bien, tous les prétextes ont été trouvés et seront apparemment légitimés pour justifier le vote des résolutions. Souvenez-vous de ce grand débat qui a eu lieu aux Nations Unies, où le délégué américain, le ministre des Affaires étrangères américain, le plus grand pays de la Terre, est arrivé avec des petites fioles sur le bureau qui était le sien, et il a dit, messieurs, tout est là, tous les produits chimiques dont dispose le dictateur de l'Irak, Saddam Hussein, sont là, et c'est pour ça qu'il faut y aller. Et après, on a prouvé qu'il y avait... Des professeurs qui disaient que c'était Bernard-Henri Lévy qui dans les toilettes avait pissé Toujours lui. C'est vrai qu'il est partout, lui. Il est partout. C'est terrifiant. C'est un penseur. Non mais écoutez, c'est terrifiant. Moi, en tant que Français, encore une fois, de voir que c'est ce monsieur qui devient le porte-parole de l'engagement des troupes françaises en Libye. Sans passer par les contrôles habituels, qui parle depuis le perron, qui appelle de là-bas le président de la République pour lui dire voilà ce qu'il faut faire, etc. Donc on est vraiment dans un État qui n'est plus l'État souverain que l'on connaissait. Vous imaginez le général de Gaulle, je ne veux pas parler des autres, mais le général de Gaulle dans cette situation, avec un 20 ans de guerre, qui là-bas l'appelle, en Indochine ou ailleurs, mon général, il faut venir. C'est un côté stupide. Stupide. Il n'y a plus d'État, c'est un état de choses. Petite chose. Dieudonné, par rapport à la Shoah, par rapport à la communauté juive également, parce que vous êtes contre l'injustice. Que pensez-vous de déclaration de Dieudonné? Écoutez, je ne veux pas examiner les déclarations de Dieudonné parce que j'étais absent beaucoup d'âge, j'étais en voyage ces temps-ci.
Mais il y a quelque chose que je remarque. Quand on parle de l'esclavage, les gens vous disent c'est du passé. Les gens vous disent mais les Arabes aussi. C'est un raisonnement révisionniste. Les révisionnistes en Allemagne disent il y a eu les camps allemands, mais avant il y avait les camps soviétiques. Et cela, on les critique pour cela. Or, sur l'esclavage, je lisais récemment un article d'un responsable de la Ligue des droits de l'homme, où il disait qu'il faut tenir compte également de l'esclavage commis par les Arabes. Et je dis mais c'est pas le problème. Moi je viens de l'île de la Réunion. Il y avait un esclavage à la Réunion. Les Arabes n'y étaient pour rien. C'était les Européens. Et c'est pas la peine de me parler de ce qui se passe ailleurs. Ne faites pas une diversion. Examinez ce que vous avez fait vous-même. Et quand vous dites, vous avez un autre, j'ai lisé un article d'un professeur de Lorient disant, on parle de pacotille, mais ce qu'on est donné en échange pour les esclaves, c'était des objets de valeur. Je dis, mais c'est le comble de l'infamie. Vous pensez que c'était un échange égal, que donner des objets de valeur, soi-disant, contre un homme? Et donc c'est ce refus de l'Occident d'examiner ce que l'Occident a commis. C'est Aimé Césaire qui disait dans son discours contre le colonialisme, je cite de mémoire, donc c'est pas tout à fait exact, mais quand M. Hitler s'est mis à éructer, nous n'avons pas été surpris. C'est le discours déjà que tenaient nos maîtres. Mais ce qui vous surprend, vous, c'est qu'il ait voulu appliquer aux Blancs, aux Européens, ce que vous considériez comme naturel quand il était appliqué aux nègres et aux coulis. Bon, on nous parle de regarder aujourd'hui nos professeurs de morale, regardez ce qui se passe en Irak. Oui. Non seulement on torture les gens. Non, mais on dit qu'on importe là-bas les droits de l'homme et la démocratie. Alors, au nom des droits de l'homme, on rentre dans un pays et on pratique la torture. Et quelle torture? Pire que celle que les Français ont utilisée en Algérie. Les Français torturaient les gens, ce que je condamne, pour avoir des renseignements. Là-bas, on force les gens nus à commettre des gestes obscènes. Ce n'est pas un renseignement qu'on cherche, qu'on essaye d'avilir, à qui on essaye d'ôter son caractère humain. Et ça se passe sans qu'il y ait une protestation mondiale. Je pense, quand on me dit vous voulez occulter la Shoah, pas vrai. La Shoah est épouvantable. Mais je ne veux pas qu'on établisse une ligne, une hiérarchie dans les crimes contre l'humanité. On me parle de génocide. Oui. Vous savez qu'en Tasmanie, il n'y a plus de Tasmaniens. La dernière Tasmanienne est morte en 1877. Et on a empaillé son cadavre, qu'on a montré dans un musée entre deux animaux sauvages. Au moment du procès de Nuremberg, en Australie, les aborigènes n'étaient pas recensés. Et vous savez pourquoi? Ils faisaient partie de la faune. Alors, au moment du procès de Nuremberg, il y avait le travail forcé dans les colonies françaises. Ça n'a été aboli qu'un an après. Bon. Et ne parlons pas des Américains avec les peaux rouges. Alors, est-ce qu'en France, aujourd'hui, il est interdit d'évoquer autre chose que la Shoah? Moi, je pense qu'en effet, quand on évoque autre chose, on vous accuse d'antisémitisme. Ce n'est pas vrai. Et là-dessus, je voudrais que quelqu'un me fasse la leçon. Je dirais, écoutez, mon cher monsieur, je ne sais pas ce que vous faisiez, mais moi, de 17 à 20 ans, j'ai combattu le nazisme. Je n'étais pas forcé de le faire. Bon, mais ce que j'ai vu également à La Réunion, à La Réunion, on avait des esclaves jusqu'en 1848. Ça fait un siècle et demi. Vous aviez, après l'esclavage, vous aviez ce qu'on appelait l'engagisme. On allait dans l'Inde du Sud prendre des malheureux qu'on embarquait des navires avec des contrats mirobolants. Et à La Réunion, ils étaient traités comme des semi-esclaves. C'est presque pas une surprise, un serial plaideur. Mais avant, je voudrais vous demander quand même comment va votre client, Monsieur Gbagbo, en Côte d'Ivoire, parce que tout le monde a quand même raconté cette histoire où vous êtes allé là-bas avec Roland Dumas. Les commentaires vous ont blessé. On a dit c'est la revanche des papilles. Non, les commentaires m'ont pas blessé. J'ai un très grave défaut. Je peux être accessible au mépris. Et quand je suis insulté par des gens que je méprise, pour moi c'est un bonheur rare. Quand une ministre dit que notre expédition était pitoyable et qu'on apprend qu'elle allait envoyer des policiers... C'est Michel Alliot-Marie. Et des policiers et aider Ben Ali à matraquer les gens. Que c'est confirmé dans les journaux ce soir,
qu'elle a donné son avis favorable pour l'envoi de gaz lacrymogène. Et alors, à ce moment-là, elle nous fait ce reproche. Oui, oui, mais vous, alors, avec Roland Dumas, c'était un peu... Alors, c'était un peu curieux, quand même, cette expédition. Qu'est-ce que vous étiez allé faire Alors là-bas? non, l'expédition, le sens de l'expédition était simple. Nous sommes en France, on sait que la Côte d'Ivoire passe pour la réussite française en Afrique de l'Ouest. C'est le pays le plus peuplé et le plus riche. Dans ce pays, il y a 15 000 Français qui vivent comme des coqs en pâte. Le gouvernement de ce pays a donné le pétrole à Total, le port à Bolloré et l'eau à Bouygues. Oui, mais ça justifie pas... Et on se qu'on dit, soutienne mais quelle un est cette processus querelle, démocratique. quelle est cette querelle à Ouais. propos d'une élection? C'est pas une querelle, c'est qu'il y a un candidat qui a gagné l'élection présidentielle. C'est ce qu'on dit, mais d'après les procès-verbaux des élections, il apparaît le contraire, que je vais publier. Et puis d'autre part, il y avait un jour, j'étais à une conférence de presse à Abidjan, et il y avait un journaliste belge. Je lui dis, vous êtes belge? Il s'attendait à ce que je raconte une histoire belge. Bon. Je lui dis, que penserait le roi Albert si un matin, le président Gbagbo lui téléphonait en disant, votre querelle des Flamands et des Wallons a assez duré, je vous donne 48 heures pour régler ça. Il dit, ce type est fou. Oh, vous, en Europe, vous n'êtes pas ici, vous donnez à ce type, vous demandez à ce type de foutre le camp dans les 48 heures. Mais il a le droit de penser que vous êtes fou aussi. Ouais. On va évidemment parler de votre spectacle, de Vergès. Mais la justice, c'est une affaire de politique. Laetitia, cette jeune fille, le président de la République qui demande un comité de suivi pour les délinquants sexuels, récidivistes, violents, etc., récidivistes. Vous dites quoi, vous, par rapport à tout ça? Je dis que la justice est une chose extrêmement grave. Il s'agit de drames humains. De drames humains aussi bien du côté de la victime que du criminel. Bon. Et qu'on doit examiner ces choses avec une extrême prudence. Or, en faire un sujet de polémique, un sujet électoral, presque... 15 condamnations et des condamnations pour des faits qui auraient pu lui valoir 20 ans de prison, et à 31 ans, il était dehors. Oui, mais alors là, vous me demandez de condamner les tribunaux qui l'ont laissé sortir. C'est puni par le code pénal. Porter atteinte à une décision, au crédit d'une décision de justice est passible de la correctionnelle. Ne me demandez pas de commettre une faute pour correctionnelle. Oui, mais le président de la République dit par exemple qu'il faut introduire des jurés populaires, il faut pouvoir, pour les remises en liberté, il faut que le jury des peuples finalement puisse décider aussi. Je crois que, alors à ce moment-là, il vaut mieux supprimer les magistrats complètement. C'est un acte de méfiance envers les magistrats. Les magistrats font des études pour pouvoir faire des juger en toute gravité. Il parle au nom du peuple. Il parle au nom du peuple. Donnons carrément la parole au peuple alors. Oui, mais alors là, vous savez, quand on donne carrément la parole au peuple, ça se passait en Alabama. Vous savez, ça c'était un nègre. Et on prenait le premier noir venu, on le pendait. C'est ça, le lynchage de la justice populaire dans son état le plus brut. Oui, mais ça, je veux dire, vous êtes Il au faut théâtre, tempérer. oui. Je comprends, je ne critique pas l'émotion populaire. Elle est nécessaire, elle est inévitable. Mais il faut la contrôler. Oui, oui, mais vous faites du théâtre, on va en parler, serial plaideur au Théâtre de la Madeleine à Paris, hein, les samedis, et les dimanches et lundis, et là vous montrez la justice comme un théâtre, vous lui rendez pas service. Justice comme elle devrait être. Et qu'il y ait un rapport entre la justice et le théâtre, c'est évident. Il y a le sujet du procès, le sujet du roman, c'est le même. C'est une transgression. C'est... Macbeth, c'est un assassinat. Gatsby, c'est une histoire financière. Thérèse d'Esquerou, c'est un empoisonnement. Voilà des affaires qui donnent lieu à des romans et à des tragédies, qui donnent lieu à des procès. Le contenu du procès, le contenu du roman et de la tragédie sont le même. C'est une tragédie humaine que vous racontez sur scène. Absolument. Hein, c'est la tragédie de l'homme qui juge l'homme et qui finalement se juge lui-même, parce que vous dites qu'il n'y a pas de monstre. L'assassin nous ressemble. Bien sûr. Et c'est ce qui est effrayant. C'est ce que je veux montrer. Quand si l'assassin est un monstre, il est né avec des canines de Dracula, il a du poil, il est comme un gorille, ça ne pose aucun problème. Qu'un lion mange un explorateur, on le regrette pour la famille de l'explorateur, mais ça ne nous pose aucun problème. Ça ne nous empêche pas de dormir. Mais qu'un compagnon de l'explorateur le tue, ça nous pose un problème.
Oui. Et donc, et ce sont les victimes elles-mêmes, c'est pas l'avocat, ce sont les victimes elles-mêmes qui disent là-dessus, sont les plus lucides. C'est Primo Levi, écrivain italien, juif, déporté par les nazis, qui en retour écrit ses mémoires, il dit « Nos bourreaux, hélas, n'étaient pas des criminels nés, ni des monstres, mais des hommes ordinaires. » Bon. Mais vous dites, et c'est ça qui est effrayant. Les victimes et les assassins sont liés, vous dites. On ne peut pas les mettre sur le même plan tout de même. On ne les met pas sur le même plan, mais il y a, manifestement, il y a quelque chose qui les a unis dans le procès. Bon. Et vous avez le juge Falcone dit à propos des mafieux, il ne faut pas considérer les mafieux comme des monstres, parce qu'alors on ne comprendrait pas du tout ce qu'ils veulent, ce qu'ils font, leur force, leur faiblesse. Si on les voit comme des hommes, alors on comprend leur démarche et on peut s'y opposer. C'est Freud, et Freud dans ce domaine est le témoin le plus persuasif. Freud en exil à Londres à 90 ans, un cancer lui dévore les os de la mâchoire, il souffre horriblement. Il est désespéré de voir son pays sous la botte nazie, son pays d'Autriche. Il est anxieux devant la guerre qui arrive. Et il écrit à son ami Arno Zweig, qui lui s'est réfugié en Palestine. Plutôt que d'écrire des romans de fiction, il ferait mieux de faire l'analyse d'un nazi. Et comment combattre quelqu'un si on ne comprend pas ce qu'il y a dans sa tête? Non pas pour l'excuser, mais pour comprendre. Et en défendant Barbie, en défendant des terroristes, vous avez compris, vous, Jacques Vergès, aujourd'hui, j'essaye de comprendre ce qui les a amenés à faire ce qu'ils ont fait. Et ce faisant, ce n'est pas un travail subversif que j'accomplis, parce qu'en éclairant ce chemin du crime suivi par un criminel, j'aide la société à prendre des mesures de prévention pour mettre sur ce chemin toutes sortes d'embûches pour que personne ne soit tenté de le prendre. Et ce faisant, moi, avocat, mon rôle n'est pas de juger, d'acquitter ou de condamner. Mon rôle est de comprendre ce qui a le chemin suivi par un homme semblable à moi vers un crime que je réprouve. Hippocrate disait « Je ne soigne pas la maladie, je soigne un malade ». Merci d'avoir été là.